Madame, Monsieur, bonsoir et merci pour la fidélité que vous ne cessez effectivement d'accorder, les témoigner à l'endroit de cette émission jusqu'au bout, et merci pour cette interaction qui est quasi permanente entre nous et vous qui nous suivez tous les vendredis à 17h45 heure de Kinshasa et 18h45 heure de l'Est de la République démocratique du Congo tous les vendredis. Merci. Donc, vous le savez, l'actualité a été dominée ces derniers jours, plus de 20 jours. C'était les concertations nationales. Toutes les forces, aussi bien politiques de la société civile de la République démocratique du Congo, se sont retrouvées pour parler du pays, chercher à créer une cohésion nationale afin que nous puissions mettre un terme à tout ce que nous avons comme problème, surtout cette spirale des violences observées dans la partie Est de la République démocratique du Congo, mais aussi un peu partout. Aussi, notre situation, mettre les barrières pour que la balkanisation n'arrive pas. Les concertations nationales sont finies. Le chef de l'État a prononcé un très bon discours, en tout cas à en croire plusieurs politiciens de la majorité et de l'opposition, bien évidemment les indépendants aussi. Alors nous allons en parler avec un acteur politique très connu à Kinshasa. C'est la première fois que nous le recevons dans Jusqu'au bout. Il s'agit de M. Tamba Papi. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, M. Blaise. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans Jusqu'au bout. Je vous en prie. Alors, on va directement attaquer le vif du sujet, les concertations nationales. Vous les avez suivies de près. Vous êtes membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Vous êtes aussi une émanation de ce qu'on appelle la diaspora congolaise. Mais aujourd'hui, j'aimerais un peu en savoir un peu plus sur la manière dont vous avez perçu les concertations nationales à votre yeux. Merci beaucoup. Surtout, il faut ajouter, j'étais délégué aussi à ces concertations. Voilà, effectivement. Donc, c'est ce qui m'a permis de comprendre les choses de l'intérieur. Moi, je pense que nous devons dépasser les caps de continuer à expliquer les concertations. J'ai foi à l'intelligence des Congolais. Je pense que plusieurs discours du chef de l'État et aussi plusieurs interventions télé et aussi un travail remarquable a été aussi fait par vous les journalistes pour expliquer les bien fondés. Aujourd'hui, nous devons beaucoup plus maintenant encourager les gens à pouvoir consolider cette cohésion que j'ai pu observer au discours du chef de l'État, les discours auxquels vous faites allusion. J'ai vu des gens comprendre autre chose que ce que peut-être ils auraient pu comprendre ou ce qu'ils ont dit comprendre avant les concertations. Il y a beaucoup de choses, malheureusement, c'est par des prophètes de malheur, qui ont été vendues dans le cadre de ces concertations. Nous y avons été, le peuple nous a suivis, les acteurs politiques, comme vous l'avez dit, toutes tendances confondues. Nous sommes arrivés à la fin au point de comprendre qu'il y avait une bonne foi dans les chefs des chefs de l'État, du président de la République, de convoquer ces concertations. Maintenant, la démarche que nous devons continuer à faire, c'est maintenant pouvoir consolider cette cohésion que nous avons pu observer déjà parmi les délégués, qui a été appréciée à juste valeur par une bonne partie de la population. Maintenant, c'est le discours de prêcher, l'important c'est de consolider, parce que le pays ne perd rien. C'est ce que nous devons savoir. Vous étiez dans quelle thématique, vu que vous aviez... Économie, secteur productif et puis finances publiques. Ah, la thématique qui a pris du retard par rapport aux autres, qui a déposé son rapport en retard. C'est pas que ça a pris du retard, il y avait vous savez, les groupes de contact de ces concertations avaient bien eu la sagesse et l'intelligence de définir les modes de consensus comme étant la voie pour essayer d'adopter les résolutions, les recommandations qui pourraient être prises. Et moi, je pense que c'était même la meilleure manière de faire pour éviter les blocages. Et quand il y a consensus, quand il y a, dans un cadre où il y a divergence de vues, bon, ça peut prendre un peu de temps. Parce qu'il faut essayer de débattre, de convaincre. Il faudrait que, bon, de part et d'autre, qu'on essaie de faire de la politique. Parce que la politique, effectivement, c'est l'art de ces compromis qui, à la fin, peut être l'art du consensus. Et c'est ce que nous avons pu observer. On n'avait pas de petits-enfants dans ces groupes. On avait des gens qui sont des chevronnés de la politique, des gens qui
qui ont eu des expériences de plusieurs forums qui ont raté par le passé, peut-être mieux que nous. Ils connaissaient quelles étaient les causes pour y avoir été acteurs. Maintenant que ces gens-là, aujourd'hui, étaient aussi dans ces groupes thématiques, ou même, je peux dire, dans ces concertations, il est important qu'ils sont venus aussi avec cette expérience du passé, par rapport à nous qui avons du sang neuf, par rapport à nous qui voyons la politique selon Joseph Kabila, c'est-à-dire une politique moderne de notre pays. Et ces gens-là, ce qu'il faut reconnaître, il faut les saluer, c'est qu'ils ont fini par rejoindre la nouvelle dynamique de la politique. Alors, le point culminant, du moins aux yeux de tout le monde, à mes yeux et à vos yeux, c'était les discours du chef de l'État, que vous avez certainement suivi en tant que délégué, bien évidemment, à ces concertations nationales, concertateur comme nous vous appelions. En quoi vous avez particulièrement apprécié ces discours? Je vous ai dit que ces discours étaient empreints de la bonne foi du chef de l'État. Je pense que les gens qui ont suivi ces discours, ils ont pu les remarquer. Le chef de l'État a été applaudi, si mes souvenirs sont bons, dans un discours qui a duré moins de 15 minutes, mais plus de 8 fois. Plus applaudi même par la société civile, par l'opposition, que par la majorité. Donc, ce qui voudrait dire que c'est un discours qui a commencé par d'abord déjouer les mauvais pronostics des gens qui voulaient donner un autre contenu aux concertations que les contenus que ces concertations n'avaient pas. Deuxièmement, le chef de l'État, comme je disais que les gens ont senti la bonne foi, il a été clair. Il a été clair dans ses propos. C'est que, faisant suite aux propos prononcés par lui-même lors de son investiture, le 20 décembre 2011, je crois, oui, 2011, c'était à la cité de l'OIA, le chef de l'État était clair qu'il va travailler avec des gens qui ont la passion du Congo et avec des gens qui ont compétence sans clivage politique. Oui. Il veut impulser une nouvelle manière de voir de la politique dans notre pays. Et nous l'avons toujours dit, que nous devons arriver à un moment, vu la menace à laquelle nous faisons souvent l'objet. Notre pays, je parle bien entendu, les Congolais doivent comprendre l'importance de diriger, bien entendu dans la diversité, dans la divergence, mais en ayant une seule direction. C'est ici le lieu peut-être de donner l'exemple de la Chine. Vous savez, j'ai eu le privilège de partir en Chine, à l'école nationale d'administration chinoise, à l'ENA, avec mon parti, le PPRD, pour suivre un séminaire de formation pour comment nous devons renforcer les capacités des dirigeants du parti à la base. J'étais émerveillé, quand j'étais à l'ENA, d'apprendre qu'en Chine, ils n'ont pas qu'un seul parti politique, contrairement à ce que nous croyons. En dehors du parti communiste chinois, qui peut-être certes est le parti dominant, il y a 8 autres partis à côté. Mais ils dirigent les choses par consensus. Ils se mettent d'accord sur les options. Et quand ça devient des options du gouvernement sous forme de programme, c'est la Chine qui parle, c'est la voix de la Chine. Ça permet à ce que nous puissions consolider notre vouloir vivre collectif et que nous puissions bâtir une force. Cette force-là, lorsque la RDC va l'atteindre à travers l'unité de ses acteurs politiques, je peux vous le dire qu'on parlera différemment de notre pays. À l'ONU, on parlera différemment de notre pays. Nous décrions généralement des multinationales qui provoquent des désordres sur notre territoire, mais je vous dis qu'ils n'auront plus de portes, ils n'auront plus de passages. Toutes ces personnes comprendraient que la RD Congo, c'est un pays qui grandit et qui vieillit. Parce que quelquefois, on a l'impression que notre pays grandit mais ne vieillit pas. Et c'est ce qui est dommage. Alors, une certaine opinion a estimé que les concertations avaient pour objectif de chercher à créer une cohésion nationale pour que cette spirale de violence puisse connaître effectivement un terme dans la partie est du pays, aussi un peu partout. Mais l'opinion a très mal vu, je parle d'une certaine opinion, que vous n'ayez pas associé ceux qui d'ailleurs sont pratiquement en ce moment en train de prendre les armes dans l'est du pays. Ceux-là ne sont pas venus prendre part à ces pourparlers, à ces concertations ici à Kinshasa. Vous savez, ça serait hypocrite. Ça serait hypocrite d'être sur votre plateau, de dire que ce que nous connaissons comme problème, c'est un problème congolo-congolais. Si ce n'est pas hypocrite, ça devient la naïveté. Nous devons savoir que les Congolais qui prennent des armes contre d'autres Congolais, ils agissent en intelligence avec certains États au niveau de la région ou même avec certaines puissances internationales. Ils font ce qu'on appelle la traîtrise.
Au nom de cette traîtrise, nous avons connu des choses dans notre pays. Nous avons discuté et échangé en invitant des gens qui ont été des traîtres. Et nous avons vu leur comportement. Je pense qu'à un certain moment, nous devons savoir faire les choix. Il est important qu'à un moment qu'on sache qu'on peut avancer sur un terrain qui doit être propre. On ne doit pas toujours faire des solutions à répétition sur des terrains où dès le départ, nous savons qu'il y a une sorte d'immixtion de tout ce qui est sale, dans tout ce que nous voulons créer de propre. On est un Congolais, on est habité par les 100 Congolais et pris par l'amour de son pays, on ne prend pas une arme pour tuer les Congolais. Il n'y a aucune raison qui peut les justifier, aucune. Mais lorsqu'on est Congolais, on prend les armes en intelligence avec les forces ennemies et surtout extérieures. Je ne sais pas si cette personne doit être considérée comme un ami des Congolais ou un ennemi des Congolais pour l'associer dans une sorte de cadre de dialogue où des amis des Congolais entre eux sont en train de parler en amitié. Je ne pense pas que nos divergences politiques font de nous des ennemis. Nous ne le sommes pas. Lorsque nous sommes là-bas, lorsque nous étions plutôt concertation nationale, nous avons parlé Congo et personne n'a dit que parce que tel problème n'aurait pas trouvé solution par le passé ou même à l'avenir, j'ai eu envie ou j'aurai l'envie de prendre des armes pour tuer des Congolais. C'est-à-dire nous devons renforcer l'autorité de l'État. Renforcer l'autorité de l'État, c'est contre ces rebelles. C'est contre ces différentes forces. Nous ne devons pas penser à les associer. Là, ça serait franchement, en ce qui me concerne, c'est un avis qui n'engage que moi. Moi, je pense que nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous étiez encore en dehors du pays. Pendant qu'il y avait la conférence nationale souveraine, vous étiez ici, au Congo? J'ai suivi la conférence nationale. Alors, vous n'étiez certes pas participant, vous n'étiez pas conférencier, mais est-ce qu'aussi on vous demandait d'établir... d'essayer un peu de comparer, une comparaison entre la conférence nationale souveraine et les concertations nationales. Alors, qu'est-ce qui est beaucoup plus proche d'amener à un avenir beaucoup plus radieux? Des deux pour parler. Une différence de taille, c'est déjà la finalité même de ces deux forums. Je pense que la conférence nationale souveraine à l'époque a fermé ses portes sans même que cela soit diffusé en direct à la télévision. L'effet président Mobutu, qui occupait la position de chapiteau, ça veut dire que la personne se voulant au-dessus de ces forums n'a jamais mis les pieds dans ces forums, n'a jamais prononcé ni les discours d'ouverture, ni les discours de fermeture. Nous avons aussi observé que la conférence nationale était devenue une sorte de tribune, une sorte de guéguerre entre la conférence nationale souveraine et le régime du fait président Mobutu. Ces trois éléments suffisent pour montrer la différence de taille avec ce que nous avons observé. Le chef de l'État a ouvert les concertations, le chef de l'État les a clôturées. Les chefs, par deux discours. Nous avons eu un discours d'ouverture et un discours de clôture. Deuxièmement, les résolutions prises et les recommandations ont été remises en direct au chef de l'État, qui a promis, bien entendu, d'en tenir compte dans les discours que nous attendons tous. Donc, ce qui voudrait tout simplement dire que ce sont les Congolais qui ont parlé, mais dans un cadre qui était totalement légal et en restant dans le contexte des institutions. Ils n'ont pas créé, à travers les concertations nationales, une sorte de dualisme ou bien une sorte de conflit entre les institutions qui existent ainsi que les concertations nationales. Ça, c'est déjà une différence fondamentale. Deuxièmement, c'est au niveau même des acteurs politiques. Au niveau des acteurs politiques, j'aime toujours le dire, il y a ceux-là qui font la politique du passé et ceux qui font la politique impulsée par la dynamique de Joseph Kabila, qui est un peu une politique du renouveau, une politique d'ouverture où l'intérêt du Congo doit être au-dessus de nos appétits politiciens pour ne pas bloquer la République par rapport à ses propres appétits effrénés. À l'époque, nous avons observé des gens qui ont privilégié leurs intérêts personnels. Vous savez, M. Blaise, entre le 24 avril 1990, ou 90 plus exactement, et le 31 décembre 1992, on a assisté à plus de 6 gouvernements, dont un premier ministre a battu les records du mandat le plus court, 3 jours. Pendant cette période, 6 gouvernements. Je pense que même à l'époque de 1+4, les Congolais ont su pendant 3 ans au moins garder 4 vice-présidents sans qu'il puisse y avoir tergiversation. Et à la fin, toutes les résolutions prises, les options levées, notamment la mise en place de la Constitution, notamment l'organisation des élections, cela a été fait.
Donc, nous avons la politique du passé par rapport à nos vieux qui, pour la plupart, venaient de l'époque de l'indépendance et ont traversé toutes les zones de conflit. C'est-à-dire, ils ont vu quelqu'un arriver, ou bien ils étaient avec quelqu'un et ils ont vu quelqu'un prendre de l'ascenseur. Il y a une sorte de jalousie entre eux qu'on a pu observer. Soit il fallait faire allégeance quand on était dans les besoins, et si on n'était pas dans les besoins, il fallait les combattre. Et ils ont gardé ou ils ont pris les pays en otage, dans les guerres. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons faire la politique autrement et nous la faisons autrement. Moi, j'ai toujours appelé les contextes politiques actuels comme étant la génération Joseph Kabila. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est distingué à partir de son discours de 2001 en parlant et en prônant l'ouverture. Et cette ouverture a été empreinte ou a été marquée par sa bonne foi parce qu'il a posé des actes. Ce n'était plus que des simples discours. Il a posé des actes et il continue à les poser. Ce qui n'était pas le cas avec le président Mobutu. Le président Kabila gère les pays avec beaucoup d'humilité. Il n'a pas dit que je suis au-dessus de qui que ce soit, comme la position du préfet Mobutu, qui prenait la position sui generis, c'est-à-dire c'était toujours les chapiteaux. Bon, c'est normal parce que la Constitution déjà, la révision constitutionnelle du 15 août 1974, lui avait déjà consacré ces prérogatives-là et il était habitué avec ça. Donc, comparer les deux époques, ça serait tout simplement comparer l'ange de Dieu et l'ange de Satan. Ok, vous avez la pleine responsabilité de vos propos. Et la grande différence, c'est que vous, on ne vous a pas vu avec des cartons d'argent, apparemment. Vous étiez un peu déçu, parce qu'on parlait de 400 et quelques dollars. Finalement, vous êtes rabattu sur une petite somme de 50 dollars. Je vais vous dire une chose, M. Blaise. Mon entrée dans la politique, je l'ai faite sur Internet. Et quand nous parlons de l'Internet, c'est le monde des ragots. C'est le monde Moi, je toujours appelé ça, c'est un peu le monde des effets des petits cafés de commerce. Où les gens racontent tout et n'importe quoi, quelquefois, et même très souvent. Donc, ce qui voudra dire que j'ai appris à bâtir une certaine force de caractère pour ne pas trop céder à ce que la rue me raconte. C'est-à-dire, je n'ai vu personne. Il y a dans ces pays des autorités habilitées à engager la République. Je n'ai vu personne parler de 450 dollars, mais j'ai entendu parler de 450 dollars. Donc, je sais faire la part des choses. Ok, merci beaucoup, M. Tamba, pour cette sincérité dans vos propos. Alors, vous êtes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Vous êtes de la majorité présidentielle, évidemment. Alors, il y a une partie du discours du président que j'ai pu mémoriser à ma manière. On dit, sur l'autel de la démocratie, on ne va pas sacrifier l'unité et la concorde, la paix, tout ça sur l'autel de la démocratie. Parce que la démocratie veut que ceux qui gagnent les élections sont ceux-là qui dirigent, effectivement. Alors, j'étais en train de vous apercevoir dans la salle, on suivait en direct. Vous l'avez vous-même dit, l'opposition a plus applaudi que de fois la majorité. Est-ce que le fait que le chef ait dit que la minorité devra être mise à contribution pour la gestion de la chose publique, ça vous a frustré, vous, personnellement? Est-ce que c'est la première fois que le chef de l'État les déclare? C'est la question que vous nous posez. Il a ajouté qu'il est content de savoir qu'on l'a rejoint. Il ne s'est pas limité là-bas. On a généralement, dans ces pays, une manie de prendre des phrases du chef de l'État, de les isoler de leur contexte pour les faire dire autre chose. Le chef de l'État est dans sa nature. Le chef de l'État est dans son quotidien. C'est Joseph Kabila du pur jus. C'est-à-dire quoi? Il veut impulser une nouvelle donne. J'ai dit tout à l'heure que nous devons faire la politique autrement. Déjà si dans des États, je dis bien dans des États à vieille tradition démocratique, notamment la France, notamment les États-Unis d'Amérique, si ces États comprennent aujourd'hui l'importance de l'ouverture dans la gestion du pays, je me rappellerai toujours de cette phrase du président Sarkozy qui disait que les vraies valeurs, on ne les trouve pas que dans la majorité présidentielle. Dans un État, il n'y a rien qui nous permet de dire que les vraies valeurs, on ne les trouve que dans notre majorité présidentielle ou dans mon parti, les PPRD. Les vraies valeurs, on peut les trouver partout. Pourquoi devons-nous sacrifier des valeurs qui sont dans l'opposition quand elles peuvent apporter quelque chose pour la reconstruction du pays? Voilà au moins cette façon moderne de faire la politique. Et c'est ce que moi, j'ai toujours défendu. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est retenu par des clivages politiques. Moi, je suis généralement retenu par l'efficacité.
l'efficacité dans la gestion du pays, l'efficacité dans les savoir-faire, l'efficacité dans tout ce que nous devons entreprendre. L'efficacité maintenant exige que nous puissions avoir des valeurs. Maintenant, c'est clair qu'il y a une chose à déplorer. Je ne veux pas dire que nous avons des bons exemples à faire prévaloir dans notre pays dans ces cas. Plusieurs fois, nous avons vu l'efficacité être sacrifiée au nom, par exemple, du régionalisme, au nom du tribalisme, au nom, par exemple, bon, parce que tel camarade de ceci, ami de cela, on a vu l'efficacité être sacrifiée. Mais est-ce que c'est avec une telle culture que nous pourrions dire qu'on peut rattraper des retards que nous avons en tant qu'État et aussi en tant que continent au niveau de l'Afrique? Moi, je pense qu'à un certain moment, nous devons procéder à nous dépasser un peu de certaines considérations pour privilégier l'efficacité. Et s'il y a des valeurs dans l'opposition, pourquoi les sacrifier? Moi, personnellement, je vous dis que j'ai toujours soutenu cette démarche du chef de l'État, que je soutiens encore aujourd'hui. Et c'est pour autant dire que tout le monde les soutient. Maintenant, là, c'est à vous d'interroger tout le monde au niveau de la majorité présidentielle. Monsieur Tamba, vous êtes, je le disais pour les téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas, cela fait pratiquement presque 3 ans, ou plus de 3 ans que vous êtes très actif au niveau de médias et que vous êtes revenu en République démocratique du Congo de manière assez permanente. Il est issu de la diaspora congolaise. On peut savoir quelles sont les motivations qui vous ont poussé à quitter cette diaspora pour venir effectivement ici en République démocratique du Congo et puis entrer au niveau du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, lorsque l'on sait la manière dont la diaspora regarde ce pays, du moins avant les concertations, ce n'était pas un regard plaisant. Vous savez, les regards qu'on aime généralement donner à la diaspora, très souvent, c'est toujours un regard un peu écorné. C'est vrai qu'il y a une diaspora visible. C'est vrai qu'il y a une diaspora qui impressionne. C'est vrai, ça existe. Mais c'est aussi vrai que cette diaspora n'est pas majoritaire. C'est sur des visages connus et des visages qui se répètent. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est très bavard, si vous le voyez 100 fois à la télévision, c'est toujours la même personne. Il n'a pas amené d'autres avec lui, sauf qu'en parlant 100 fois, on va risquer de croire qu'au moins c'est 100 personnes qui ont parlé, alors que c'est toujours la même personne. Si vous êtes, ou si vous pourriez, essayer de mener des investigations en ce qui concerne cette histoire de la diaspora qu'on appelle combattante, vous verrez que ça fait plus de 5 ans. Plus de 5 ans, les mêmes qui passent, parce qu'ils adorent la caméra, dans leurs émissions pour essayer de mal vendre l'image du pays, ce sont les mêmes aujourd'hui pendant 5 ans. Au contraire, nous constatons une sorte de fissure dans leurs mouvements parmi ceux-là qui les suivaient. Ça, c'est de 1. De 2, la diaspora congolaise aujourd'hui au monde, à travers le monde, c'est environ 7 millions de personnes. Encore les derniers chiffres qui restent une estimation. Je n'ai jamais vu, et croyez-moi, je suis très bien placé pour le savoir, un mouvement des Congolais de l'étranger, que ce soit des camps de la majorité présidentielle ou dans les camps de l'opposition ou même des combattants, je n'ai jamais vu une organisation réunir 5000 personnes dans un pays pour une marche. Oh, jamais de la vie. 5000, j'exagère. Mais je me permets d'exagérer pour essayer un peu d'attirer l'attention. Alors, je me dis une chose. Si dans un pays comme la France, on peut estimer une diaspora peut-être supérieure à 1 million, et qu'on n'arrive pas à réunir 5000 pour une marche, que faisons-nous de ceux-là qui ne viennent pas? Ça veut seulement dire qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont dans autre chose que les spectacles qu'on offre au niveau de la politique. Alors maintenant, nous ne devons pas nous laisser attarder dans l'analyse de cette diaspora à partir de ces gens. Mais en même temps, nous devons aussi condamner ceux qui se taisent. Nous devons les condamner. Parce que si aujourd'hui, ces gens-là qui s'expriment, j'ai toujours appelé la majorité présidentielle plutôt, s'ils pouvaient plutôt s'exprimer, s'ils pouvaient maintenant essayer d'avoir le courage de leurs idées, comme nous avons essayé de le faire pendant la diaspora, c'est vrai qu'ils seront indexés, c'est vrai qu'ils seront attaqués. Comme c'est le cas en ce qui me concerne. Je ne vous dis pas, le nombre de menaces de mort, je ne les compte plus. Les insultes, je ne les compte plus. Mais je présume que vous n'allez plus régulièrement en Europe. Est-ce que c'est pour dire que c'est pour cette raison que j'ai quitté le pays, j'ai quitté l'Europe? Non. J'ai été invité ici pendant la campagne présidentielle. C'était pour diriger les médias et presse électronique. C'était une belle aventure. C'était pendant 1 mois que j'avais une équipe de 15 personnes que j'ai gérée. J'ai fini par comprendre que cette aventure était passionnante. Pourquoi ne pas rester dans mon pays? Mais en même temps,
devrais-je être tellement irresponsable pour maintenant côtoyer des gens qui tous les jours cherchent à vous tuer, tous les jours vous insultent et vous retrouvez régulièrement avec eux? Je fais un autre choix. C'est un choix, je pense, irresponsable que n'importe quel père de famille ferait. Ok. Alors, c'est justement, nous sommes en train de parler d'une approche beaucoup plus qui nous amène vers la cohésion. Vous avez été avec plusieurs, il y avait des délégués de la diaspora, concertation nationale, qui du reste ont eu gain de cause en ce qui concerne un certain nombre de choses, d'aspects techniques par exemple, ceux liés à des visas permanents, parce qu'il y en a ceux qui ont changé de nationalité, qui estimaient que ça faisait toujours mal de rentrer au pays avec dans son passeport un visa de la République démocratique du Congo. Au sujet de cette question-là, si vous pouvez émettre un avis de manière tout à fait indépendante, ça n'engage pas votre parti, vous en tant que Congolais, Papi Tamba, vous pensez qu'il est toujours mieux que l'on garde cette nationalité congolaise exclusive et que l'on ne puisse pas avoir une deuxième nationalité pour rentrer chez soi, on soit obligé de disposer d'un visa? Vous savez, j'aime toujours garder mon indépendance d'esprit. Avant de répondre à votre question, je dois quand même honnêtement vous dire une chose. Réduire, parce que ne soyons pas hypocrites. Quand nous parlons de la cohésion nationale au niveau de la diaspora, c'est de trouver un mécanisme d'intégrer les combattants dans la vision, de diriger les lieux, de comprendre ou bien de renforcer le vouloir vivre collectif ensemble. Ce sont les seuls, en tant que communauté, peu importe qu'ils soient minoritaires, ce sont les seuls qui posent problème par rapport aux nombreux autres Congolais qui voyagent régulièrement, les avions sont toujours pleins, qui ne posent pas ces problèmes et qui sont ici au pays, qui font aussi des choses. Il y a même des compagnies qui ont mis des vols pratiquement tous les jours. Tous les jours, ainsi de suite. Ça montre bien qu'il des gens ont bien le désir de venir ici et tout ce qui est déjà payé des spectacles, des choses que des gens essaient d'évoquer, ça ne les concerne pas. Mais néanmoins, il y a une minorité qui est tellement visible dans ses actions et qui développe une certaine violence proche de la criminalité, si ce n'est pas de la criminalité déjà. Ces gens-là ternissent l'image du pays. Nous parlons de la cohésion nationale, il faudrait aussi les intriguer. Et c'est pour autant dire que parmi les résolutions qui ont été adoptées, parmi les recommandations qui ont été faites au chef de l'État, ça a pris en compte cet aspect pour dire que demain après demain, on peut avoir espoir que ces phénomènes-là puissent au moins essayer de... je ne dirais pas même si ces phénomènes ne vont pas finir, mais si ces phénomènes-là pourraient au moins essayer de baisser un peu, de connaître un peu une sorte de baisse dans les rythmes de son fonctionnement. J'ai dit non. J'ai dit non parce que c'est là maintenant que je vais répondre à votre question. Je vous en prie. Le problème de la double nationalité, c'est un problème qui intéresse des Congolais qui voyagent régulièrement. Des Congolais qui ont envie d'entreprendre des choses ici, plus que ceux-là qui ont d'autres motivations. Ils peuvent en parler parce que pour eux, c'est un fonds de commerce, c'est tout. Ces gens aujourd'hui, je dois vous le dire, M. Blaise, mais ce sont des partenaires, peut-être ça qu'ils le savent, sans qu'ils le sachent plutôt, ce sont des partenaires de nos ennemis. Ces gens sont amis avec nos ennemis pour combattre les régimes de Kinshasa. Nos ennemis, notamment le Rwanda, notamment les M23. Quand aujourd'hui le Rwanda ou les M23 veulent les recruter au sein de la diaspora, ils ne vont pas recruter Papi Tamba. Ils ne vont pas recruter d'autres Congolais. Ils vont chercher parmi les combattants. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui pourtant jette de... Non, mais ça dit, c'est pourquoi dire peut-être... J'ai dit peut-être c'est la naïveté. Peut-être, je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, dans l'esprit du M23, dans l'esprit du Rwanda, les combattants sont leurs alliés. La preuve, c'est qu'ils ont besoin de lancer, un colis. Par exemple, ils vont utiliser les combattants pour lancer les colis contre nous. Je ne vais pas essayer de revenir sur un certain nombre de choses ici. Donc c'est pour dire que c'est peut-être pas pire naïveté. Je l'ai toujours dit et je lance à n'importe quel combattant les défis du monde entier. Qu'on me montre un seul combattant, un seul combattant parmi les gens de la diaspora, mais qui est détesté par les Rwandais et par les M23 plus que nous, comme il le montre. Nous sommes considérés comme étant des gens qui défendons les régimes que ces gens-là veulent, des régimes que ces gens-là peut-être veulent descendre. Alors que ces gens-là, les combattants, sont leurs alliés pour essayer de trouver, c'est-à-dire dans la politique,
Vous pouvez penser haïr quelqu'un, mais eux, ils savent comment ils vous utilisent. Donc nous devons comprendre que les problèmes de la diaspora, c'est un problème avant tout politique. Si ce n'était pas un problème politique, Papi Tamba en Europe, en France, serait plus à l'aise que Roger Lumbala. Or, ce n'est pas le cas. Roger Lumbala va régulièrement en France. Vous savez, quand il va en France, il prend son vol au Rwanda. Il quitte les camps du M23 à Rutshuru. Il arrive à Paris. Il circule normalement. Il fait des émissions à Paris. Mais il vient du Rwanda, il vient du camp du M23. Papi Tamba qui prendra son vol à l'aéroport d'Njili. Ses prises de position contre le Rwanda et ses prises de position contre le M23 sont connues. Quand Roger Lumbala les défend, Papi Tamba les fustige. Mais Papi Tamba sera mal vu en Europe. Donc comprenez par là que le problème est politique. Le problème n'est pas au niveau de certaines considérations qu'on essaie de présenter à l'autorité. L'autorité aujourd'hui doit comprendre une chose, et ça c'est important. C'est qu'aujourd'hui c'est encore le régime de Joseph Kabila au pouvoir qui doit trouver des solutions. Et ces solutions, Joseph Kabila a des gens au sein de la diaspora à qui il peut faire confiance, qui ont une bonne analyse de cette situation. Maintenant ça dépend et du chef de l'État et aussi des autorités au pouvoir de faire quoi? De faire appel à ces gens qui connaissent des solutions et qui ont déjà fait leurs preuves pour montrer qu'ils ne sont pas radicaux. Ils ne sont pas là pour dire qu'ils ne veulent pas intégrer les combattants. Mais on dit toujours qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Colette Tshomba à l'époque avait pensé qu'en organisant un forum de la diaspora à Kinshasa, ça aurait été une réussite. C'est vrai qu'il y a eu des billets d'avion, c'est vrai que des gens sont venus, la diaspora était plus divisée que ça. Les concertations ont été organisées. Aujourd'hui, je dois vous le dire, que par rapport aux concertations, on sent ici sur les plans internes une sorte de renforcement de la cohésion nationale, mais au sein de la diaspora, ça a divisé davantage. Ah bon? Ça, c'est la vérité. Donc c'est pourquoi je suis en train de dire que nous devons être conséquents, nous devons être logiques. Ces problèmes, il faut comprendre que c'est un problème politique. Et il faut que ces problèmes trouvent des solutions politiques avec des gens qui ont l'analyse de la situation. Et la balle n'est pas dans les camps des Papi Tamba ou d'autres personnes de la diaspora qui savent, c'est que peut-être qu'ils peuvent essayer d'apporter tant soit peu comme solution. La balle se trouve du camp de l'autorité. Voilà, vous avez déjà ouvert une brèche concernant la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, où d'ailleurs le gouvernement congolais est en pourparlers avec le M23 à Kampala, mais jusque-là, c'est pratiquement un stop. On a connu un arrêt, malgré toutes les voix qui appellent à ce qu'il y ait tout ça. Le gouvernement a dit, par la bouche du porte-parole du gouvernement,